présente Julie Estève à ma droite et Agnès Vanouvou à ma gauche. Alors, pour ceux qui étaient là hier, on vous a un petit peu habitué à mettre des auteurs qui souvent ne se connaissaient pas. Aucun d'eux, Alexandre Labouf connaissait Nicolas Écuyer, mais ils n'avaient jamais écrit ensemble. Alors que là, vous n'êtes pas en rencontre, c'est beaucoup plus étrange que ça, c'est vraiment une configuration spéciale. C'est une hydre à deux têtes que vous voyez devant vos yeux médusés, parce que je suis d'humeur mythologique aujourd'hui, donc voilà. Et elles ont écrit à quatre mains cet ouvrage que vous voyez, Tout ce que le ciel promet. Alors ça fait quoi d'écrire à quatre mains? C'est vrai qu'on est un être bicéphale. Un jour, j'ai appelé Agnès et je lui ai demandé d'écrire un livre avec moi. Un livre où on dirait tout. La merde, la vie, l'amour et le secret de famille. Et nous voulions l'écrire grâce aux mondes invisibles. Donc nous sommes allés voir des voyants, des médiums, des énergéticiens, avec deux quêtes personnelles, moi le secret de famille et pour Agnès la quête de l'amour. Donc je suis allée voir des oracles avec deux photos de mon oncle et ma tante, Perrine et Jean-Luc, qui sont les sœurs et le frère de mon père et qui se sont suicidés quand ils avaient 28 ans. Moi je ne les ai pas connus. Et c'était un moyen d'entrer en contact avec eux, de les connaître, de les aimer et de leur offrir un espace qui est un livre, un espace de repos, un espace de soins et voilà, un endroit où aller. Pour répondre à votre question, Isabelle, écrire à quatre mains arrache de la solitude de l'écriture. Donc quand tu m'as proposé, j'ai dit tiens, c'est une très bonne idée qui me permettra de faire un pas de côté. Écrire à quatre mains, ça m'a appris à repenser le processus de création qui s'accélère, puisque quatre mains, ça veut dire aussi de cerveau, de sensibilité, de perception, et ça, c'est une expérience assez inédite dans la vie d'un écrivain. Donc écrire à quatre mains, c'est tout à fait. C'est aussi un livre d'amitié, un livre sur l'amitié et sur l'amitié littéraire. Aussi. C'est vrai, et c'est assez rare finalement en littérature, hein, il n'y a pas tant que ça d'écrivains, on en connaît quelques-uns bien sûr. C'est assez rare que ce soit une telle réussite. Alors je ne vous ai même pas présenté. Julie, vous êtes journaliste spécialisée dans l'art contemporain. Alors maintenant j'écris, oui, j'écris pour les artistes, mais j'écris aussi des faits divers. Ah, des faits divers, oui. Les chiens écrasés? Non, les meurtres. Alors, si vous pouviez m'organiser un petit quelque chose pour cet après-midi, parce que mon projet était de faire venir la police puis la presse pour faire la publicité de l'événement. Donc je compte sur vous, Julie, pour nous trouver, nous créer un petit événement qui nous sorte de cette hauteur de vue littéraire et nous fasse entrer dans le sanglant. Ça serait facile. Voilà. En tout cas, vous avez déjà écrit 3 livres chez Stock, simple, presque de silence et voilà. Donc vous avez déjà derrière vous quand même une carrière littéraire en solo. C'est pas un premier livre, donc vous arrivez chacune avec quand même une expérience. Agnès, vous enseignez les Gender Studies à Genève, à l'Université de Genève. Vous avez écrit 4 romans, un qui s'appelle Après la nuit, si je ne me trompe, une coïncidence encore incroyable, Gabriel, Un autre dans la jungle et La collectionneuse, tout au Mercure de France. Donc vous éditez toutes les deux dans des grandes maisons, vous avez toutes les deux déjà un bon parcours en solo. Et comme vous le disiez, vous êtes des sœurs siamoises. Vous êtes soudés par l'amitié et l'écriture, et dans votre livre, vous révélez même qu'au cours de je ne sais quelle rencontre chamanique, on vous révèle que vous étiez ensemble. Nous étions dans une vie antérieure, dans des vies antérieures,
des moines rieurs. Avec la connerie sur le front. Sur les artistes, la rite de la connerie. Je pense que c'est vrai, parce qu'on s'appelle jusqu'à ce que le mort de Patrice s'en suive tous les jours, de façon inlassable. Hélas. Bon, vous avez l'air de vous regretter. Alors, non, mais c'est vrai que vous voulez écrire un livre sur l'amitié. Nos bibliothèques sont pleines, sont chargées de grandes histoires d'amour, et finalement, les histoires d'amitié sont plus rares. Et elles sont souvent chargées de jalousie, de coups bas, etc. Et nous, on voulait vraiment dire ce que peut l'amitié dans une vie, l'amitié comme mode de vie, comme une expérience pour rendre la vie plus vivable, pour dépasser les traumatismes. Ça, c'est vraiment un des aspects, justement, cette amitié très forte qui vous lie, hein, qui est un des charmes. Alors, ce livre, c'est difficile de le qualifier. Moi, je l'ai appelé un ovni littéraire. J'espère que vous le prenez pas mal. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire c'est un roman d'amour, on ne peut pas dire c'est un témoignage, on ne peut pas dire c'est un thriller. C'est un peu tout ça à la fois, qui est extrêmement spécial parce que c'est la mise en commun de vos deux quêtes et de toutes les expériences que vous avez menées auprès de tous les médiateurs de l'invisible que vous fréquentez. C'est un livre d'hybridation à nos images, c'est-à-dire qu'on a tissé deux voix, une alternance entre deux points de vue, un chapitre Julie, un chapitre moi. Donc en alternance et en dialogue avec effectivement des passeurs, des spécialistes du monde invisible, donc chamans, guérisseurs, exorcistes, voyants, en tout genre. Et c'est une sorte de triangulation entre nos deux voix de regard et la nôtre. D'ailleurs, il y a des médiums et des voyants qui sont à La Rochelle, pour ceux que ça intéresse. Nous avons de très bonnes adresses. Voilà, c'est ça. C'était aussi pour ça. Ce sont souvent des gens assez piqués, assez fantasques, et on en a fait des personnages de littérature. C'était très important aussi de faire de nos petites personnes des personnages, et que nos quêtes soient des quêtes universelles et pas, autour de notre nombril. La voyance et les voyants et les gens connectés au monde invisible, c'est quelque part une sorte de prétexte pour parler de nos histoires familiales et amoureuses, intimes, parce que c'est une plongée, une odyssée dans l'intime. Et effectivement, ici, nous sommes allés voir, je suis allée toi aussi, une guérisseuse qui s'appelle Alice, qui est une coupeuse de feu, qui est souvent recommandée par les médecins d'hôpital, et Marilyn, qui est une voyante assez formidable, au Couche-Fleur, par là-bas. Josiane, et tout cela, on se met avec des photographies de l'oncle et la tante de Julie, et puis pour moi, tirage d'oracle, tarot, tout genre. Alors, je voulais quand même poser une question, parce que vous disiez tout à l'heure que c'est vrai que l'amitié, c'est pas un thème si courant en littérature. Puis il y a quand même autre chose aussi que j'ai trouvé assez culotté chez vous, c'est que finalement, tout le monde a ses petites croyances. Alors les coupeurs de feu, les voyantes, quand on questionne les gens, c'est quand même rare, si on creuse un peu, qu'il n'y ait pas une petite superstition par-ci, une croyance par-là. Mais quand même très souvent, on s'aperçoit que c'est quelque chose qu'on n'avoue pas facilement. C'est quand même une petite faiblesse. On est un peu honteux de dire ouais, je crois au tarot. Voilà, ça se dit pas comme ça. Il faut quand même aller chercher un peu loin. Et vous, alors ce qui est formidable, c'est que vous assumez totalement, pleinement cette confiance que vous faites à ceux qui sont pour vous en relation avec l'autre monde. Oui, alors moi j'oscille entre deux pôles, entre l'opinion et la foi, entre le croire que et le croire en quelque chose de plus grand. La palette est large en fait. Et je suis écrivaine, donc je suis dans le subjectif, l'émotionnel, l'imaginaire, et tout ce qui est non mesurable, non objectivable m'intéresse au plus haut point. Et en allant voir un médium qui crée du récit, qui est éminemment romanesque, et je crois surtout à la fin de ce livre, je sais que je ne sais pas en fait, hein, même si je ne sais pas si les fantômes existent alors que j'en ai vu, que
plusieurs fois. Voilà, il y a quelque chose de différent entre voilà, aller voir un voyant et puis la spiritualité, le chemin spirituel qu'on peut prendre, qui est une vraie spiritualité, recherche de spiritualité. Là, c'est vraiment, c'est pas juste anecdotique dans votre livre. Non. Je crois que la croyance est une forme c'est un anxiolytique très puissant. On en a besoin en quantité chaque jour, c'est sûr. Mais c'est pas tout à fait ce que je pense. Nous, le parti pris littéraire de ce livre, c'était d'y croire. D'ailleurs, le titre initial, c'était Croyant. Et dans le chapitre, donc, y croire, et en même temps, douter, mettre en questionnement ce qu'on voit, et ce qu'on entend, ce qu'on nous dit. Il se trouve que quand on a construit le livre, puisqu'on a tout fait ensemble évidemment, et bien, pile au milieu du texte, il y a un chapitre qu'on a intercalé qui s'appelle Non-croyant, où on met en scène un écrivain, on va dire un passage. Voilà. Et lui donc formule cette hypothèse de la non-croyance. Donc on confronte en fait des points de vue qui, et ça c'était important pour nous d'être totalement dans une... Oui, de tout remettre en question. Alors, vous avez quand même des quêtes différentes parce que vous, Agnès, vous êtes plutôt obsédée par l'avenir, c'est-à-dire que votre souhait quand vous allez rencontrer ces clairvoyants, clairvoyantes, etc., c'est vraiment de connaître votre avenir qui vous envoie ce premier point, alors que vous, Julie, c'est plutôt une quête qui touche ce passé familial et des secrets enfouis. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser aussi, je ne sais pas si vous étiez là hier pour Colcaise, mais ça m'a fait penser à ça, cette plongée dans l'histoire intime d'une famille qui marque ensuite chaque individu et qui n'en est pas conscient, c'est-à-dire qui vit avec des traumatismes qu'il n'a pas forcément vécu lui, mais dont il sent qu'il en est habité. Donc vous, plutôt l'avenir, plutôt le passé. Moi, il était important que je décrive un récit familial hanté par la violence, le déni, et que j'en crée un autre, un nouveau. Et puis, il était très important pour moi de réparer les morts, de donner une voix à mes ancêtres et d'essayer de trouver une sorte de vérité et d'explication à leur mort brutale et violente. Ils se sont pendus quand ils avaient 28 ans et je voulais savoir pourquoi à 28 ans on préfère mourir que vivre. Il était plus facile d'aller voir des médiums et des voyants que de questionner les autres membres de ma famille. Ce que j'ai fait après, ça m'a permis aussi d'aller... Ça déclenche, c'est quand même un déclencheur aussi, même si vous n'avez pas de réponse directe de l'au-delà, avec ce câble-là. C'est vrai que ça a provoqué un bouleversement qui fait que vous arrivez à parler de ces choses tues et l'idée était de briser le silence et de trouver voilà, une voix, VOIX et VOIE, voilà, et de libérer une famille de ces tabous et de ces traumatismes, de ces traumas. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on se transmet de génération en génération comme un relais vertigineux en fait. La violence est vieille et ancienne. Pour répondre à votre question, je crois que par rapport à cette question du passé et de l'avenir, je crois que c'est aussi un livre autour de l'expérience du temps, effectivement. Et d'ailleurs, qui nous dit, au fond, quel temps vivons-nous? Est-ce que nous sommes dans un passé, un présent? Est-ce qu'il n'y a pas différents temps qui se superposent? Personne ne peut savoir, désolé, on ne peut pas savoir. Donc l'avenir est peut-être le futur ou inversement. Le livre est paru en mai, et puis en réfléchissant un petit peu à cette question du temps, parce que vous posez la question, il me semble que, puisque notre texte parle de la quête du sens, en fait, quel sens donner à nos existences quand elles sont brisées, quand elles sont marquées par des événements extérieurs, etc. Je crois que cette question du passé, elle semble plus spirituelle que la question de l'avenir, parce que s'accrocher à l'avenir, c'est le signe d'un désespoir et d'une déshérence, alors que
peut-être qu'arriver au temps présent, ou comprendre le passé, il y a quelque chose de plus fort, de plus intéressant. D'un point de vue dramaturgique, nous, on a vraiment fait cette tension, cette tension entre les deux, parce qu'il fallait qu'il y ait des jeux d'opposition entre nos histoires. Et finalement, toi aussi, Agnès, tu explores ton passé, malgré tout, dans le livre, de manière ou d'une autre. Alors, vous êtes quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, vous disiez que c'était une blague, mais je ne sais pas si c'est une blague, que finalement, le recours à toutes ces personnes qui auraient un lien spécial avec l'au-delà est une forme d'anxiolytique qui nous aide à vivre. Et je dois dire que vous êtes quand même, Agnès particulièrement, assez accro quand même. Hein, un besoin de réassurance. C'est un besoin de réassurance. Et il y a un passage, je ne sais pas, alors Julie, vous aimez bien suivre, je ne sais pas si c'est Agnès, bon là c'est le texte d'Agnès, je ne vois rien. Attendez, je vais marquer avec tac, 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 tac. Oui, c'est ça. Attendez, c'est là. Ça part de là, le passage. Ça fait ça, ensuite on prend là, jusque. Non, ce qui est barré, non, juste cette phrase, partir là, et jusque là. Ça va? C'est juste pour montrer quand même à quel point elle est plus accro qu'aux Xanax. Je ne prends pas des Xanax. Lorsque je rencontre Pierre pour la première fois en 2009, connaître l'avenir ne m'intéresse pas spécialement. Oui, voilà. Attendez, juste pour qu'elle puisse dire. Tu vas voir un voyant qui s'appelle Pierre, qui t'a été présenté par des amis, et tu te rends compte qu'il est non seulement voyant, mais concierge. Donc ils arrivent, ils marchent dans la rue, et quand ils entrent dans l'immeuble, ils chuchotent, tu ne comprends pas très bien pourquoi, et tu te rends compte qu'en fait, il est concierge, et que personne ne sait dans l'immeuble qu'il exerce cette... Il est concierge. Il est ici concierge et veut rester discret. Aucun locataire n'est au courant de ses activités de voyance. Concierge et voyant, le combo est improbable et réjouissant. Il me demande si j'écris. Je viens à peine de commencer mon premier roman, l'histoire d'un Don Juan en jupon. Il me lance alors cette phrase qui se plante dans mon cerveau. Vous serez écrivaine. Il me prédit aussi la durée de ma relation avec ma compagne de l'époque, 5 ans. Je ne sais pourquoi, je crois cet homme, et ça me tord le cœur de vivre un amour en sursis. J'ai pourtant mon libre arbitre. Il me voit emménager avec elle, décrit les grandes fenêtres de notre futur appartement, un 3 pièces baigné de lumière. Il voit des voyages, beaucoup de déplacements. Avec G, on partira en Afrique, à Tahiti, aux États-Unis, en Asie, en Suède, en Espagne et en Angleterre. Quand je sors de sa loge, je brille. Qui a le pouvoir de lire l'avenir? Les jours qui suivent, prise de panique, je l'appelle. 4 fois, 10 fois, disons la vérité, je le harcèle. Je lui laisse des messages matin, midi, soir. Je suis possédée par l'idée de la fin de l'amour. Est-ce que G va me larguer? J'alterne entre humour et désespoir. J'envoie à Pierre des SMS absurdes. Êtes-vous sûr de ce que vous voyez? Elle va me quitter? C'est qui l'amour de ma vie? Voilà. Dans il y a des passages désopilants, vraiment hilarants, parce que vous ne cachez rien justement de vos fragilités, c'est ce qui est aussi bouleversant, hein. Mais ça vous fait faire des trucs de fou quand même. Hein. Il faut bien avouer. Vous ghost d'ailleurs au bout d'un moment. Il y en a pas mal qui vous bloquent. Hein. Vous avez bloqué, je sais pas mal de voyants. Il était impératif qu'on injecte de l'humour et de l'autodérision dans ce texte. C'était une politesse contre le désespoir. Alors, Julie, votre quête, vous l'avez dit, c'est aussi une enquête. C'est-à-dire que c'est une enquête dans les endroits brisés de ma famille. Et vous débusquez la vérité, c'est-à-dire que dans votre récit à vous, il y a un côté qui est presque un côté un peu thriller, etc., parce que les preuves s'accumulent, vous avez des pistes, des fausses pistes, qui sont d'ailleurs désopilantes, hein, la carte... on vous fait des révélations, vous y croyez dur comme fer, et puis vous tombez sur des choses un peu décevantes, quand même, des fois. Et voilà, ça a été vraiment... vous avez entraîné plein de personnes dans votre entourage aussi dans cette quête. Vous
je me balade pas mal, je vais en Corse, je vais à Chartres, à La Rochelle, je crois. Et belle ville. Et c'est vrai que les preuves et les non-preuves s'empilent, c'est un millefeuille de vérité, de mensonges, il faut un peu que je me dépatouille là-dedans. J'essaie de suivre certaines pistes, d'autres je les abandonne, mais c'est vrai que je rencontre au tout début de mon enquête un médium qui s'appelle Henri Vigneault, que j'appelle Henri V dans le livre, et lui vraiment me trouble parce qu'il... Je voulais qu'on lise un passage. D'accord. C'est quand même, je dois avouer, hein, c'est très très troublant ce que vous dites. Et là, je vous lis ici un passage, donc celui-là, là, il y a un petit passage de Barbier. Le médium est un genre de câble téléphonique. Il interprète, traduit ce que les morts lui montrent, des mots, des phrases, des objets, des lieux, des images. Ça ressemble à une charade, un puzzle à reconstituer. Le temps de la connexion, environ 40 minutes, il ne me regarde pas. Je dépose ici des morceaux de la séance. Votre oncle m'envoie une pensée. Ce garçon était à fleur de peau, d'une très grande fragilité émotionnelle. Il y aurait un proche parent qui me semble être le père. C'était quelqu'un de dur, de difficile et par moments de virulent. Il y a eu des tensions, des querelles avec le père, beaucoup de tensions. Votre oncle craignait son père. J'entends le mot violence. Le père était violent. Il me montre des images de lui gamin, des moments de pleurs, de souffrance morale, d'affliction. J'entends le mot rabaisser. Son père le rabaissait. J'entends la voix de votre oncle au loin. Il dit « J'étais malheureux ». Il était malheureux, ce garçon. C'est sa sœur ou c'est lui qui est parti de façon brutale? Par brutal, je parle, sauf erreur de ma part, de suicide. Je préfère dire départ volontaire. Il me parle de ça. C'est lui ou c'est elle qui s'est pendue? Il me serre la gorge, là. Il se montre avec la corde au cou. Il me dit délivrance. Délivrance. C'est quand même complètement ahurissant. Moi, il y a eu plusieurs passages. Vous avouez franchement, moi je ne suis pas très portée sur ce genre de choses, mais c'est très troublant la précision avec laquelle ces clairaudients, etc., arrivent à saisir les choses. Là, en plus, il n'y avait pas de biais de confirmation. C'est qu'on était dans la pénombre, j'étais à 4 mètres de lui, il était vraiment positionné comme ceci sur son bureau, il ne pouvait pas lire sur mon visage si j'étais surprise, en colère, d'accord, troublée. Donc il m'a aussi parlé d'une émeraude perdue dans ma famille. Je suis allée vérifier, effectivement, il y a une émeraude qui a été perdue dans un incendie. Donc voilà, ce sont des choses extrêmement troublantes. Il y a aussi des, bon là, il y a des mots, effectivement, on dit des phrases qu'on entend, mais il y a aussi des sensations physiques, parce que la médium que j'ai vue, par exemple, Chris, à Paris, dans le sud de Paris, eh bien, j'allais entendre des phrases autour de l'amour, pour le livre en fait, hein, et elle m'a pas révélé parce que je le savais, mais elle m'a rappelé que mon grand-père est mort assassiné en Asie du Sud-Est. Il a été poignardé et elle a dit j'ai mal en fait au flanc gauche et j'espère que lorsque vous partirez, je n'aurai plus de douleur. Et bon, c'était une entrée en matière assez brutale hein, et pleine de vérité. Et je me suis dit que c'était une bonne adresse. Sans doute, en tout cas, il y a vraiment des choses qui donnent la pensée et qui sont extrêmement troublantes. Moi, je voudrais quand même dire quelque chose qui est très important de faire la part des choses. Et quand quelqu'un vous assène une vérité, quand il vous projette dans une croyance négative, dans la menace, dans la peur, dans la solitude, il faut vraiment convoquer nos défenses intellectuelle pour ne pas plonger dedans, ça peut être extrêmement dangereux. Les gens qui exercent une influence sur vous et qui croient détenir une vérité, donc il est important de le souligner. Oui, et puis l'addiction à la voyance, elle est aussi, bon, elle peut être réelle, hein, mais elle forme un tissu romanesque pour le livre, et on a vu à la lecture des passages qu'heureusement qu'il y a une alternance de ton en fait, entre le drame et le rire, comme la vie. Comme la vie. C'est d'ailleurs drôle et tragique. C'est très bien parce que je voulais vous demander, alors il y a le côté troublant qui est même ahurissant,
Mais il y a aussi des portraits qui sont hilarants de vos voyants. Donc j'aimerais bien que voilà, chacune nous parle de celui qui l'a le plus fait rire. Moi, il y en a beaucoup. Hein. Il y a eu des portraits de clairaudients ou coupeurs de feu. J'étais pliée de rire.